suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. 1983, en Haute-Volta, Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays le Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies, et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara est attaqué par ceux qui, au nord comme au sud de la planète, profitent financièrement d'une Afrique en retard. Il sera trahi par son plus proche collaborateur, Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Début des années 80, la Haute-Volta fait partie des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest. Sans accès à la mer, recouvert au nord par le désert, le pays stagne dans la pauvreté. Le niveau de vie des Voltaïques est catastrophique. Considérés comme une main-d'œuvre à bon marché, ils sont conviés à venir travailler dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire, véritable grenier africain d'où la France tire la plupart de ses richesses tropicales. À travers une succession de gouvernements incompétents et corrompus, la Haute-Volta n'a pas évolué depuis son indépendance en 1960. Contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui vident les maigres richesses de leur pays pour se remplir les poches, Sankara entreprend une série de mesures inédites sur le continent. Il commence par nettoyer le pouvoir de tous ses abus. Il baisse son salaire de chef d'État, celui des ministres, ainsi que des hauts fonctionnaires et remplace les Mercedes de fonction par des voitures plus modestes. Les membres du gouvernement voient tous leurs privilèges annulés. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe. Quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. La série de mesures entamées par Sankara change la face du pays. Pour créer un État plus juste, il se donne les coups des franches en s'appuyant sur un programme strict dans lequel les syndicats et partis d'opposition sont interdits. Il met fin à l'impôt colonial et remet en question le pouvoir féodal des chefs traditionnels sur les paysans.
Sous des apparences communistes, Sankara éduque la population à travers des slogans politiques et lui donne surtout l'occasion de participer à la construction du pays. Pour pérenniser les idées de la révolution, les plus jeunes sont encadrés au sein du mouvement des pionniers. Les pionniers étaient la base de la révolution. Donc c'est là où on retrouvait la jeunesse qui avait moins de 12 ans, qu'il fallait former idéologiquement et politiquement de leur jeune âge, de telle sorte que quand ils vont devenir grands, qu'ils soient contre les idées néfastes, ce que nous appelons la voracité, l'égoïsme et l'égocentrisme. Et ils seront les acteurs purs de la révolution en ce moment. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard gluant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée, à bas, à bas, à bas. Merci camarades. J'ai trouvé toujours un peu ridicule tous ces bérets rouges qu'on voyait à Ouagadougou. Et une fois, je me suis permis de lui dire, on voit beaucoup trop de militaires ici, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas ça qu'on aime dans une société en mouvement, hein, qui est habitée par une parole aussi formidable que la vôtre. Et il a rigolé, il m'a dit, ah, nous on aime ça, etc., etc. Mais vous comprenez, c'était le jeu, mais c'était pas l'imbécile militaire qui croyait en la violence ou qui croyait en la discipline ou des imbécilités de ce type. C'était conjoncturel, je crois. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. 1984. Au bout d'une année de réformes fondamentales, une révolution culturelle est en marche. Sankara ne laisse pas les Africains indifférents. Il va plus loin et remet en question une société africaine où les hommes ont toujours dominé les femmes. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Il crée une véritable secousse, en étant un des premiers chefs d'État au monde à militer pour l'émancipation de la femme. Dans les établissements, comment constate-t-on l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyé. Il y a eu vraiment une politique, ou du moins
l'intention de faire une politique pour ramener la femme à un être humain dans la société traditionnelle au Burkina Faso, où certaines traditions sont encore très fortes, comme le mariage forcé, l'excision, et le fait que dans le couple, ce soit l'homme qui soit le commandant dans la famille. Toutes ces choses-là ont été remises en cause et il y a des pratiques vraiment rétrogrades qui ont été combattues. C'est à la faveur de la Révolution que nous avons constaté des femmes engagées aux côtés des hommes avec l'avènement de la formation militaire, où on a vu beaucoup de femmes s'engager. Elles étaient à mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire, de manipuler une arme, de marcher au pas, de porter les mêmes tenues que les hommes. Je crois que c'est le premier chef d'État africain qui a donné des postes aux femmes, autres que ministre de la condition féminine. Il avait nommé ministre du plan, ministre du budget, et des femmes extrêmement compétentes. Il savait les trouver. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui, c'est leur journée. Elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Se marrer, bon. Les hommes se plaisaient aussi. Mais ils ont pu découvrir, puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché. Les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. Contrairement aux autres chefs d'État qui ne tiennent pas leurs promesses, Sankara se met au travail. Il entreprend de grandes manœuvres pour sortir le pays de sa situation. Il faut loger, nourrir et soigner le peuple. Telles sont les priorités. À une époque où les maladies déciment les Africains, Sankara met en place l'opération Vaccination Commando, qui éradique la polio, la rougeole et la méningite. 2,5 millions de Burkinabés sont vaccinés en une semaine. L'Organisation mondiale de la santé, peu habituée à une telle réussite sur le continent africain, félicite Thomas Sankara. Dans le même élan, Thomas Sankara instaure le sport de masse qui invite chaque habitant à faire du sport une fois par semaine. Avec Blaise Compaoré, le numéro 2 du pouvoir, il n'hésite pas à montrer l'exemple. Les deux hommes participent à des séances de sport collectif avec des militaires, des fonctionnaires ou de simples villageois. Un esprit sain dans un corps sain. Avec l'appui des Burkinabés, Sankara entame une série de travaux colossaux. Au milieu des années 80, l'Afrique sort d'une des sécheresses les plus meurtrières de son histoire. Sankara est le premier président à sensibiliser ses concitoyens au problème de la désertification. Pour lutter contre ce fléau, il organise la plantation de plusieurs millions d'arbres pour stopper l'avancée du désert, une première sur le continent. Thomas Sankara était très soucieux de l'environnement et il a pris plusieurs initiatives qui visaient à lutter contre la désertification. Un exemple qu'on peut donner, c'est l'opération Un village, un bosquet. Il s'agissait au niveau de chaque village que les jeunes puissent réaliser un bosquet qui marquerait en même temps leur volonté, disons, d'arrêter, disons, la désertification, de créer le réflexe de reboiser partout où c'est possible
de manière à réduire, disons, les effets néfastes et développer d'une manière générale un réflexe de protection de l'environnement. Dans les villes où la population s'abritait dans des taudis, Thomas Sankara lance la construction de logements sociaux et réhabilite les autres quartiers. Il faut aussi aider économiquement la campagne. Alors qu'il est toujours difficile de se déplacer sur un continent où les populations rurales sont oubliées, Sankara désenclave toutes les régions du pays via des projets de routes et de chemins de fer. Il lance ce qu'il dénomme la bataille du rail, la construction d'une ligne qui doit relier Ouagadougou aux mines de manganèse situées au nord du pays à plusieurs centaines de kilomètres. C'est un travail titanesque et le soutien de la coopération se fait attendre. Pour Sankara, c'est l'occasion donnée aux Burkinabés de retrousser les manches. Il n'est plus question de laisser les entreprises étrangères construire le pays. Nous n'avions pas d'argent à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions les bras valides, nous avons toute la population qui s'est engagée. Et puis bon, les gens ont posé à main nue et les différents rails. Et c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre de kilomètres. Sankara est persuadé qu'il faut utiliser prioritairement les ressources du pays afin de ne plus dépendre des importations. Les projets de Sankara, c'était essentiellement de rendre le Burkina un peu autonome, de lui redonner une forme d'autonomie. Donc, il a appris à ses compatriotes et à l'ensemble des Africains à utiliser les produits du cru, les produits du pays. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin.